Ben, merci à tous les participants, à tous ceux qui ont suivi cette matinée très dense, je dirais. On n'a plus la preuve à faire que du changement climatique, on en parle, mais on n'agit pas. On a vu au travers des différents intervenants qu'on était vraiment en action au niveau de notre grande région sur ce sujet-là. Hein. Du côté de la Chambre régionale d'agriculture, on met les moyens qu'on a pour avancer sur un certain nombre de sujets. Hein. Comme je le disais en introduction, pour demain répondre aux questions de nos agriculteurs. On a ce fameux programme Pépite qui est très largement financé par notre région, mais qui est vraiment de la recherche appliquée, des études et qui font que demain, qu'on a des réponses assez rapidement par rapport à toutes les questions qui sont posées. On répond aussi au niveau de la Chambre régionale à de nombreux appels à projets, puisqu'aujourd'hui, c'est devenu une méthode de travail un peu concertée au niveau national. Et on n'hésite pas à s'engager avec d'autres régions et d'autres porteurs de projets pour répondre à ces appels à projets, que ce soit Réflexe ou autre. Parce que je pense que c'est collectivement qu'on réussira à avancer sur ces problématiques-là. Ça a été dit plusieurs fois dans la matinée. Donc voilà l'essentiel de ma conclusion, si ce n'est de dire que ce n'est pas une conclusion, puisque je dirais que c'était peut-être plus un point d'étape, parce que je ne sais pas qui c'est qui conclura un jour la problématique du changement climatique. Mais je ne pense pas que ce soit moi, parce qu'il y en a encore pour quelques années de travail pour trouver des solutions, mais aussi pour répondre aux questions. Voilà en 2 mots ce que je voulais dire pour conclure un petit peu cette matinée de travail que vous avez vue, très intense, mais surtout très enrichissante. Merci. Bien, bonjour à tous. Je ne sais pas s'il y a un petit PowerPoint qui a été prévu. Je ne sais pas s'il déroule, qui le déroule, je ne sais pas. Bon, toujours est-il que je suis très, très impressionné par cette matinée qui s'est déroulée ce matin. Notamment impressionné par tous les axes de recherche qui existent. Et je suis certain que le changement climatique, on le vaincra ou on s'adaptera justement par la recherche et le développement. Gilbert, tu l'as dit, la région Auvergne-Rhône-Alpes met de l'argent en matière de recherche et développement. Le dispositif Pépite qui est revenu assez souvent au cours des différentes présentations ce matin dans le plan d'adaptation du changement climatique financé par la région et sur lequel on a travaillé en collaboration avec la Chambre régionale d'agriculture. C'est 50 millions d'euros. Au milieu de ces 50 millions d'euros, c'est 2 millions d'euros annuels qui sont mis sur la table par la région pour financer la recherche et développement. Alors le changement climatique, évidemment, c'est le dérèglement climatique et le changement climatique, c'est aujourd'hui, on l'a vu tout au long de cette matinée, c'est un fait. Je suis moi-même agriculteur et irrigant. Il y a quelques années, on arrosait et aujourd'hui on irrigue. La différence est notoire, justement, grâce à la recherche et le développement. Mon père, quand il a commencé à irriguer, on balançait de l'eau, on savait pas bien, on savait où on la prenait, on savait où elle allait, mais au milieu, on savait pas bien comment ça se passait. Maintenant, grâce aux sondes tensiométriques, grâce aux compteurs, grâce à un certain nombre d'éléments de comptabilisation, on arrive aujourd'hui à mieux maîtriser cette irrigation et à répondre aux besoins des plantes et à coller vraiment aux besoins des plantes. Mais je l'ai noté aussi dans la matinée par rapport aux éléments fourragers, par rapport aux plantes médicinales. Il y a aujourd'hui un certain nombre de choses qui sont possibles. Alors, la région, au travers de ce changement climatique, a monté un plan avec la Chambre régionale, dont le but, c'est d'aider les exploitations agricoles. Il ne faut pas oublier aussi les exploitations forestières. J'ai visité il n'y a pas très longtemps en Haute-Savoie de l'expérimentation qui se fait. Tu le disais, Gilbert, tu ne le verras pas, mais je crois qu'en matière forestière, on n'est pas grand monde ici à le voir parce qu'on joue
sur des échelles qui sont de plusieurs dizaines d'années, par des essences, l'expérimentation au travers d'essences. Donc c'est très important de penser que l'agriculture, c'est aussi la forêt, surtout dans notre région où la surface en herbe est très importante, mais la surface en forêt est quasiment aussi importante. Donc c'est énorme. Et puis c'est aussi pour la région la volonté de diminuer les aides d'urgence. Parce que le budget de la région aujourd'hui, c'est 120 millions d'euros. Je parle de crédits propres sans mettre les crédits européens. Mais depuis 3 ans, c'est entre 12 et 20 millions d'euros qui sont mis sur la table pour aider les exploitants agricoles à passer le cap des accidents climatiques. Ces 20 millions d'euros qu'on met par an, on aimerait mieux les mettre dans la résilience plutôt que de le mettre annuellement. Ou d'ailleurs, on sait très bien qu'on ne résout pas le problème, puisque donner 1 500, 2 000 euros à un exploitant agricole, ça ne va pas changer foncièrement les choses. Ça lui permet de passer le cap, mais ça ne résout pas le problème. Donc il y a 5 axes d'intervention sur lesquels la région va aujourd'hui. C'est évidemment pérenniser les filières agricoles et forestières, donc en renforçant le soutien aux investissements préventifs, mais on l'a vu tout au cours de la matinée, les expérimentations qui sont faites là-dessus. C'est diversifier les productions et les sources de revenus. Là aussi, ça a été un thème de la matinée, et c'est pérenniser les débouchés. Il a été évoqué ce matin les SIQO, tous les signes de qualité. Il faut travailler là-dessus, il faut permettre à ce que ces signes de qualité perdurent dans le temps. C'est des sources de revenus, il faut vraiment les maintenir. L'axe 2, c'est d'accompagner les évolutions des investissements nécessaires face au changement climatique. En optimisant l'usage de l'eau, c'est revenu très très souvent ce matin, même dans le parc du Vercors. Donc l'utilisation de l'eau, c'est quelque chose évidemment très important. Avec la Chambre régionale, on y travaille très fortement. Il y a même eu un Pépite eau, c'est-à-dire un dispositif spécial sur l'eau au travers du dispositif Pépite. Donc c'est quelque chose sur lequel on est très moteur. La région est convaincue que l'eau est une ressource à partager. Tu l'as dit en ouverture, Gilbert. C'est un usage à partager, c'est un bien commun de l'humanité. Il faut le partager entre tous, bien évidemment. Mais il faut aussi l'utiliser à bon escient. Et comme un bon paysan qui fait du fourrage l'été pour le donner l'hiver, eh ben, on pense que l'eau, il faut en stocker une partie quand elle est excédentaire l'hiver pour la donner l'été, à l'inverse. Et donc, voilà. Mais tout ça se fait en adaptant les systèmes de culture. Hein. On l'a bien vu ce matin, la résilience des plantes, la recherche qui est faite. Phéno 3C, laquelle la région participe, ou l'agro-technopole, avec avant IRSTEA, maintenant INRAE, sont des éléments très importants. Et puis l'évolution des systèmes fourragers, bien évidemment, l'autonomie, etc. C'est aussi développer les énergies renouvelables. On y travaille là aussi, permettre à ce que les énergies renouvelables avancent. Vous l'avez dit, madame, on est producteur de gaz à effet de serre, quoi qu'on en dise, donc il faut arriver à minimiser ça et au moins le compenser par le captage du CO2 dans nos sols par l'intermédiaire des plantes, mais aussi par la production d'énergie renouvelable. On est le support d'immenses hangars avec panneaux photovoltaïques, autant les utiliser et que ce ne soit pas des toitures neutres. C'est aussi la méthanisation, c'est aussi un certain nombre de choses, de mix énergétique sur lequel on peut aller. Et puis bien sûr, il ne faut pas oublier le bois matériaux de construction, le bois chauffage. Voilà, on est là aussi dans les nouvelles énergies. Bon, contribuer au bilan carbone plus favorable, je l'ai dit, hein, relocaliser l'économie agricole. Ça commence déjà par valoriser les produits qu'on a localement et ne pas aller importer des produits qu'on pourrait faire ici. Bon, voilà, il y a un certain nombre de choses par rapport au bilan carbone sur lequel on peut le travailler. Et puis la préservation des sols. Et puis former, conseiller, innover. Cette journée est l'exemple même de ce qu'il faut faire en matière de recherche et développement, mais aussi, et c'était la volonté de Pépite, et tu l'as dit Gilbert, que ce soit vraiment de l'innovation. La recherche fondamentale est là, elle est plus du rôle de l'État d'ailleurs, hein, la recherche fondamentale, même si on s'y associe avec les collectivités. Les rôles des collectivités est vraiment la déclinaison sur le terrain et l'innovation au plus près des utilisateurs et des agriculteurs. Donc voilà, c'est fort de cet état des lieux qu'on a fait avec la Chambre régionale et sur lequel on a travaillé. C'est un plan de 50 millions d'euros qui a été mis en place, hein, donc de financement par le Conseil régional. C'est pas 50 millions d'euros qui sont sortis de la botte comme ça et nouveaux. C'est pas vrai, il faut dire les choses comme elles sont. C'est ce qu'on appelle de la redisposition des crédits, c'est-à-dire qu'on a utilisé des crédits qui étaient à différents endroits
pour les concentrer sur le changement climatique ou les adapter. Juste un exemple, on travaille sur la future PAC où la région est autorité de gestion en matière de distribution des crédits européens et on a adapté le plan notamment d'investissement sur les bâtiments qui existaient auparavant. On l'adapte au changement climatique en demandant que les bâtiments qui seront construits demain soient mieux adaptés, résilients par rapport au changement climatique. Ce sont des orientations qu'on arrive à donner même au travers des crédits européens. Donc voilà, la région est très très moteur. Nous sommes convaincus que le changement climatique sera, comme je l'ai dit au départ, on arrivera à le contourner, l'utiliser ou l'utiliser à bon escient. Il y en a des chercheurs ce matin qui ont dit que d'utiliser le CO2 qui sera supplémentaire peut être une opportunité. Ça passera par la recherche et le développement. C'est important que ça passe par là et on en est conscient. On se retrouve très souvent l'État, les collectivités, la Chambre régionale autour de différentes instances. La région Auvergne-Rhône-Alpes est extrêmement convaincu que ça passe par là. Donc merci à tous les chercheurs qui sont intervenus aujourd'hui et qui ne sont qu'une petite partie de tout ce qui se fait au niveau régional et bien évidemment national. Merci à eux de faire cet effort de recherche et souvent sur des choses qui sont à très très long terme. Soyez sûrs que les élus sont derrière vous, sont convaincus de ce que vous faites et on essayera au maximum de ce qui est fait. Et j'oublie pas, parce qu'on est dans un lycée agricole, en plus de la région, l'enseignement qui est fait et au travers des équipes d'enseignants qui parfois sont chercheurs, de donner aux futurs exploitants agricoles ou tous ceux qui travailleront dans le monde agricole de bien récupérer les données qui sont accumulées en matière de recherche et développement pour les mettre en pratique demain. On a besoin que les agriculteurs de demain et ceux qui sortent de la formation agricole mettent en pratique et puissent s'adapter au changement climatique. C'est ce qu'on demande, c'est que demain ils soient opérationnels pour faire face à ça. Voilà ce que j'avais à dire dans la conclusion de cette demi-journée en tant que conseiller régional. Allô, oui. Alors je vais conclure la conclusion, un exercice de style. Tout d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que je suis très heureux qu'on fasse cet exercice à trois. C'est vraiment à l'image, donc avec Gilbert et Emmanuel, c'est à l'image du travail quotidien qu'on mène ensemble. Et face au changement climatique, il faut absolument qu'on joue collectif. Ce séminaire aussi est également un très bel exemple de la mobilisation de l'ensemble des énergies, puisqu'on a eu des illustrations de travaux qui sont menés conjointement par les chambres, par le CIDAM sur le Massif central, avec des chercheurs de l'INRAE, des chercheurs des établissements du SUP, l'ISARA, l'ETAGROSUP, les pôles de compétitivité. C'est vraiment à l'image de cette mobilisation. On a également les acteurs des territoires qui sont essentiels, qui étaient présents, avec les PNR et bien sûr les collectivités qui sont là. On a besoin de tout le monde pour réussir à trouver les solutions et une fois qu'on les a trouvées, à les mettre en œuvre. C'est vraiment essentiel. Alors pour conclure, on m'a demandé de faire un petit passage sur le Varenne agricole de l'eau et du changement climatique, qui est un projet d'ampleur porté par deux ministres, le ministre de l'Agriculture et la secrétaire d'État à la biodiversité. Il s'agit de changer d'échelle, d'aller sur un projet ambitieux d'une agriculture adaptée au changement climatique et capable de faire face au changement climatique. Ce n'est pas un point zéro. Comme on l'a vu aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont déjà en place, qui sont déjà en cours, des travaux. Et il s'agit de faire un point global et de réussir à donner le signal pour basculer, pour mettre en œuvre ces mesures. Le Varenne agricole de l'eau et du changement climatique repose sur trois piliers, trois thématiques. La première, c'est la gestion du risque, la modernisation du dispositif des calamités agricoles. Le deuxième, c'est adapter l'agriculture pour avoir des pratiques, des nouvelles pratiques plus résilientes et réduire le risque. Et le troisième, parce que c'est le nerf de la guerre, c'est avoir un accès à l'eau dans un cadre concerté. Je vais revenir sur ces trois thématiques. Donc, en ce qui concerne toute la gestion du risque, il y a un travail qui a été fait rapidement. Les annonces ont déjà été, les arbitrages ont été rendus, les annonces ont été faites en septembre. Donc l'État va doubler les crédits qui sont alloués à ce dispositif-là, en instaurant également une responsabilisation avec trois niveaux de risque. Les aléas courants font partie inhérente de l'activité agricole. Il y a des bonnes années, des mauvaises années. Donc ça fait partie de l'activité agricole. Quand on a un aléa significatif, donc
quelque chose d'un peu plus grave. Là, ce qu'on promeut, c'est de l'assurance récolte, subventionnée et rendue accessible à tous, mais sur une base volontaire. Donc l'agriculteur choisit ou pas de s'assurer. Et enfin, quand il y a un aléa exceptionnel, vraiment une crise très grave, là, c'est la solidarité nationale qui s'exprime et qui continuera à s'exprimer comme elle l'a fait, par exemple, cette année avec la crise du gel dont vous avez entendu parler. Donc ça, c'est le premier pilier, les aides de crise. C'est en place. Il y a un projet de loi qui va être travaillé sur 2022 pour que ce soit en place en 2023. Le deuxième grand pilier, c'est l'adaptation des pratiques. Donc c'était le cœur du sujet d'aujourd'hui. Donc c'est très intéressant de voir qu'il y a énormément de travaux qui sont en place, de solutions qui sont identifiées, qui sont testées et qui passent sous les forges codiques de la réalité vraie des systèmes agricoles. C'est-à-dire on regarde ce qu'on peut faire dans une exploitation, dans son système économique, dans son environnement, et puis on voit si ça marche ou si ça ne marche pas. Donc au niveau national, dans le cadre du Varenne, ce qui est en place, c'est pas de partir d'une feuille blanche au niveau national, c'est de demander aux filières, aux régions, de faire un diagnostic, de voir quelle est la fragilité de chacune de ces filières dans son contexte régional et de proposer des solutions pour réussir à passer l'obstacle. Donc le travail est en cours sous pilotage de la Chambre régionale d'agriculture. La copie a été remontée au niveau national. Les filières travaillent de leur côté et tout ça va être synthétisé pour préparer les arbitrages qui auront lieu en début d'année. Je fais une petite incidente. Toutes ces solutions, il faudra les financer. Et pour les financer, on a les fonds européens, on a dont la région et l'autorité de gestion pour le deuxième pilier. On a le plan de relance qui a été mobilisé pour avancer sur ces questions-là, avec du financement de matériel sur les exploitations, pour mieux gérer l'irrigation, pour mieux gérer le risque grêle, par exemple, pour améliorer le bien-être des animaux dans des bâtiments lorsqu'il y a des canicules. Donc ça, c'est une opportunité qui a déjà été saisie, qui a été faite cette année. Dans le cadre de France 2030, il y a 2 milliards d'euros qui sont prévus pour travailler sur la génétique, la robotique, la numérisation. Des solutions dont on a parlé aujourd'hui. Donc il y aura des crédits qui seront là en place pour faire ce passage à des pratiques nouvelles. Le troisième pilier, c'est l'accès à l'eau dans le cadre concerté. Et les deux sont importants. C'est d'une part permettre un accès à l'eau, mais dans un cadre concerté. Dans le cadre concerté, parce qu'il est important de s'assurer qu'on prévient les conflits d'usage, qu'on évite de se mettre dans un corner avec des usages qu'on laisse se développer et qui deviennent insoutenables. Le milieu, il n'y a pas assez d'eau, il n'y a pas assez de stockage dans les zones humides ou dans les nappes. Et donc, il ne faut pas qu'on soit dans cette situation-là. Et donc, il y a tout un enjeu de gouvernance pour mettre tous les acteurs autour de la table et puis pour trouver une solution où on fait émerger quelque chose de stabilisé. Donc ça suppose déjà que les gens soient autour de la table et puis que les gens se projettent dans la situation où le changement climatique est là, donc à 20, 30, 40 ans. Et là, on regarde quels sont le besoin en eau potable, le besoin pour avoir des milieux capables de faire l'assainissement, les besoins de tous les acteurs économiques. Alors, on passe bien sûr à l'agriculture, mais il y en a d'autres qui ont besoin d'eau dans les processus industriels. Et le besoin, alors dit du milieu, mais surtout les besoins pour que les fonctions du milieu puissent continuer à fonctionner. C'est-à-dire avoir des sols vivants, avoir des zones humides qui jouent cet effet d'éponge et qui restituent de l'eau un peu plus tard. Donc tout ça, c'est important d'avoir cette démarche de prospection et de négociation pour trouver un point d'équilibre. Alors, dans notre jargon, on appelle ça un PTGE, un projet territorial de gestion de l'eau. C'est la formule qui permet de travailler ces questions-là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est pour le milieu agricole, d'être capable de faire émerger des projets, que collectivement on soit capable d'accompagner ces projets, alors accompagner en forme d'ingénierie, pour que techniquement ce soit pertinent, que ce soit pertinent dans le contexte économique de l'exploitation, mais aussi en ingénierie administrative, parce que c'est un peu compliqué quand même ces dossiers administratifs, donc il faut aider à ce que les dossiers soient bien construits et puis conformes à la réglementation.
pour le moment, il y a déjà des choses qui se font, mais qui se font sur un mode d'accompagnement projet par projet. Ce qu'on souhaite faire, c'est passer à une vraie logique de pilotage. Donc avoir avec les collectivités, avec les représentants agricoles, un schéma à la bonne échelle, soit du bassin, du département, de la région, pour identifier les infrastructures majeures, soit à moderniser, soit à mettre en place. Dans le même temps, il ne faut pas qu'on oublie les petits projets, parce qu'on a les gros projets structurants, mais on a aussi les petits projets qui sont pertinents à l'échelle d'une exploitation. Donc ces petits projets-là, il faut aussi qu'on soit capable de les porter, de les accompagner. Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, on a ce qu'on appelle la démarche sans retenue. En fait, en pratique, on en a à 500, qui permet d'identifier ces projets, de les accompagner jusqu'au coup de pelle. Donc ça passe par l'autorisation administrative et par le financement. Ça marche assez bien, et donc on porte cette chose-là au niveau national. On a enfin quelque chose qui est assez important, ça a été évoqué, le moment de l'installation est un moment clé. Donc on a sans doute un travail à faire aussi, toujours avec la région et la Chambre, pour qu'au moment de l'installation, cette dimension changement climatique soit pleinement intégrée pour que le projet soit pertinent et résilient. C'est-à-dire qu'on ait une exploitation qui soit capable de résister au coup du sort, parce que quand un jeune s'installe, il en a pour 40 ans, il va connaître, on connaît déjà, mais il va connaître davantage l'impact du changement climatique. Et donc c'est essentiel qu'au moment de l'installation, on puisse bien intégrer cette problématique-là dans le projet. Voilà. Donc tous ces travaux sont en cours, ça avance vite. L'objectif, c'est qu'au niveau national, il y ait des arbitrages et des annonces en janvier-février. Ce sera sans doute un point d'étape, parce que, comme ça a été dit par Gilbert, le changement climatique, on va en avoir pour longtemps. Et donc ces travaux vont se poursuivre. Voilà ce que je voulais dire sur le Varenne agricole de l'eau et du changement climatique. Et avant de rendre le micro, je voulais remercier tous les participants et puis remercier le lycée d'Issingeaux qui nous a accueillis aujourd'hui. Donc le directeur se cache là-bas, mais je le remercie en le regardant. Donc les intervenants ont pu voir la qualité des installations. Et malheureusement, nos participants qui sont en visio ne les ont pas connus aujourd'hui. J'espère qu'on aura une autre occasion pour vous présenter la qualité de ces installations. Je vous remercie.